Coucou ma licorne, aujourd'hui je te propose d'aller de l'autre côté du miroir et de te raconter ce que tu ignores encore sur mon métier de créatrice de contenu, en particulier mon métier de youtubeuse. Et ça, c'est tout de suite après ça. Hello Mycorn, j'espère que tu te portes à merveille. Moi c'est le cas, franchement je me supporte de mieux en mieux ces temps-ci et ça a beaucoup à voir avec mon évolution professionnelle en ce moment. Pour résumer, ça va beaucoup mieux que ce que je t'avais dit dans ma vidéo bilan que j'avais publiée à la fin de l'année dernière. Là pour le coup on est dans une belle évolution et comme quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui de toute évidence ne connaissais pas mon métier. Depuis, j'avais envie de faire une vidéo vraiment entièrement dédiée à qu'est-ce que c'est que vraiment d'être youtubeuse, surtout d'être youtubeuse plus size, parce que ça a son importance. Du coup, comme il y a très peu de vidéos sur ça sur YouTube, il y en a beaucoup sur le métier de youtubeur en général, mais il n'y en a pas tant que ça sur le métier d'influenceuse plus size, et pourtant ça change énormément de choses. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo, et ça vous permettra, vous, de mieux comprendre mon point de vue, si vous ne l'avez toujours pas compris, parce que bon, j'ai l'impression de communiquer pas mal dessus, et en tout cas, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de pas faire comme si tout allait bien et comme s'il y avait que des paillettes et de vous expliquer quand ça allait moins bien et quand les choses me semblaient plus compliquées. C'est vraiment une chose à laquelle je tiens parce que je pense que dans le côté body positif et dans la lutte contre la grossophobie, il y a aussi cette injonction au bonheur, cette injonction à tout ce qui est parfait. Et je pense que si tu veux combattre ça, en fait, la première des choses à faire, c'est d'arrêter de faire semblant devant les gens, arrêter de dire que ça va quand ça va pas, arrêter de courir après l'approbation des gens, après la validation des gens, et d'être capable de dire bah ça va pas, je suis pas au top, j'ai fait une connerie, je suis pas très fière de ce que j'ai fait à ce moment-là, et des trucs comme ça. Du coup, installez-vous bien confortablement, on va discuter entre copines, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'influenceuse grande taille, je vais vous parler dans un premier temps de mon parcours. Ensuite, je vais parler plus généralement et je vais parler des avantages à être youtubeuse, à être influenceuse grande taille, et puis des inconvénients parce qu'il y en a beaucoup malgré ce que les gens pensent. Je pense que les avantages, vous vous en doutez tout un petit peu, vous les connaissez tout un petit peu, ou tous un petit peu, mais j'avais aussi envie de parler des inconvénients qui ne sont pas très très connus, ou en tout cas qui ne sont pas très très écoutés quand les influenceurs essayent d'en parler, et qui pourtant ont énormément d'importance dans notre métier. Et vous allez voir pourquoi. Donc commençons par mon parcours pour que vous compreniez bien d'où je viens. En fait, ma première expérience avec le métier d'influenceuse, c'est quand j'ai lancé mon blog à la fin de la validation de mon école de communication. En fait, pour vous resituer, j'étais en école de communication que je faisais en alternance en travaillant pour le e-magazine Melty, que vous devez connaître, j'espère que vous connaissez. En tout cas, je vous mets dans la description le lien du magazine en question pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi je parle. Mais en fait, c'était tout simplement un e-magazine, c'est-à-dire un magazine web, hein, en fait, et qui s'adressait particulièrement aux jeunes. Donc j'avais pile poil le bon âge pour écrire pour ce magazine. Et j'ai travaillé pendant 1 an pour ce magazine en alternance et ça a été une expérience très enrichissante. Je devais m'occuper en particulier de la rubrique mode beauté et sexo. Mais je faisais aussi beaucoup de people, beaucoup de télé, beaucoup de séries, tout ça. Parce que de toute façon, chez Melty, tu dois pouvoir tout faire. C'était à l'époque où il n'y avait que Melty. Depuis, il y a eu Melty pour les filles, il y a eu un Melty pour les garçons. Après, il y a eu un ceci, un cela. Je ne sais plus où ils en sont aujourd'hui. Franchement, il y a eu tellement d'appendices qui sont nés. Il y a eu aussi un Melty Food. Enfin, il y a tellement maintenant de magazines qui sont sortis de ce Melty que du coup j'ai perdu le fil. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul magazine et c'était Melty. Et il fallait pouvoir parler d'à peu près tout. Et donc à ce moment-là, comme je faisais de la mode et que j'étais frustrée parce que il y avait que de la mode pour les tailles normales, j'ai lancé mon blog à côté. Et j'ai commencé à parler de mode grande taille. Ça fonctionnait pas très bien, pour être honnête. Parce qu'à l'époque, je m'y connaissais vraiment pas en blogging. Et c'était très, enfin voilà, c'était très amateur. Ensuite, comme j'ai eu une chronique sur Melty, j'ai réorienté un blog, enfin j'ai lancé tout simplement un nouveau blog sur ma chronique Melty pour la continuer sur mon blog parce que mon année avec Melty se terminait. Donc j'ai fait un blog sexo sur les relations amoureuses. En plus à l'époque j'étais célibataire, c'était assez fun. C'était pas non plus super bien écrit, je trouve, à mon goût, mais c'était assez fun. Le blog, ne cherchez pas, le blog n'existe plus. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre de parler de mes relations amoureuses parce que
c'est un peu intime en fait. À un moment donné, j'ai fini par réaliser que c'était un peu intime ce que je partageais. J'ai eu envie de le garder pour moi. Donc j'ai relancé un blog de mode grande taille qui a pas mal marché en fait. Et j'étais arrivée à un point où je commençais à faire pas mal la une de ce magazine-là. Donc c'était plutôt cool. Du coup, ça m'apportait pas mal de trafic. Donc j'étais plutôt contente. Et puis j'ai proposé mes talents à un magazine de mode grande taille amateur. Et j'ai essayé de leur donner mon expérience professionnelle. Ça s'est pas très bien passé avec les filles. Il est possible que j'ai manqué de tact à ce moment-là. Moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'était elles qui prenaient très mal le fait d'être mise en question. Après, c'est des amatrices, donc en même temps, c'est normal qu'elles soient pas professionnelles. Ce qui est dommage parce que moi, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais rejoindre l'équipe pour l'amener à un niveau professionnel afin de moi gagner ma vie après avec ça. Mais bon, voilà, clairement, je me suis rendu compte après la sortie du premier numéro que ça ne pouvait pas le faire. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de lancer mon propre magazine. Ça a duré pendant 5 ans. On a sorti 10 numéros. C'était super chouette. C'était une super expérience. Et ça marchait plutôt pas mal. On est arrivé à un point où on avait 25 000 visiteurs uniques sur le magazine quand il était en numérique. Et le numéro papier, je me souviens plus du tout de combien de tirages j'ai tiré, mais il y en avait pas mal aussi. Donc, on commençait vraiment à compter un petit peu dans le game de la size, comme on appelle ça. Mais si ça fonctionnait, en fait, ça fonctionnait pas assez pour que je puisse en vivre, parce que tout ce que je gagnais, en fait, je devais le réinvestir dans le magazine. Et c'était vraiment un cercle vicieux, et moi, je voyais pas le bout. J'avais envie de fonder ma famille et tout, donc je me voyais pas continuer comme ça éternellement. Donc j'ai dû prendre la décision très difficile d'arrêter Cure Vista. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce que je faisais avant. Et puis au bout de quelques mois, j'ai pris conscience que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de lancer une chaîne YouTube et de partager ma passion sur YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'avais 35 ans à ce moment-là, c'était en 2017. J'ai lancé ma chaîne à la fin de l'année, alors que dès le début de l'année, j'avais cette idée et j'avais ce projet de lancer la chaîne YouTube. Mais je vous en parlerai plus tard, en fait. Avoir une chaîne YouTube, c'est pas si simple. Du coup, pour vous dire là où j'en suis, ça fait 5 ans du coup que je suis sur YouTube. Je viens d'atteindre la barre des 13 000 abonnés. Et vous allez me dire que c'est pas énorme par rapport à d'autres YouTubeurs. Et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal en fait, que je m'estime chanceuse, parce que vous allez voir, être youtubeur, c'est pas si simple. Du coup, maintenant qu'on a vu mon parcours vite fait, dans les grandes lignes, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a de bien dans le fait d'être influenceur et d'être youtubeur, et ce qu'il y a de beaucoup moins bien quand t'es youtubeur. Et donc, on va commencer par les avantages. Premier avantage que je peux vous citer, c'est évidemment de vivre de sa passion. Très franchement, je conseille vivement à ceux qui veulent se lancer sur YouTube de parler d'un projet qui vraiment les anime, qui vraiment les intéresse, parce que vous verrez plus tard, être youtubeur, c'est pas simple. Et sincèrement, si t'as pas vraiment envie de partager, si t'as pas vraiment envie de parler de ce dont tu veux parler, c'est très compliqué, parce que en fait, il y a des périodes, il va y avoir des moments où ce dont tu vas parler va être hyper dans l'air du temps, et donc tes vidéos vont être très vues et tout. Par exemple, si je veux prendre l'exemple de la mode grande taille, il y a 10 ans, c'était grave dans l'air du temps, et si t'avais lancé ta chaîne YouTube à ce moment-là, bah franchement, t'étais sûr de cartonner. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Par contre, si je dois prendre un autre exemple de chaîne qui fonctionne bien, c'est les chaînes de true crime, donc c'est-à-dire de faits divers, qui vont décortiquer les affaires judiciaires. Eh bien, on peut voir que ces chaînes ont le vent en poupe et qu'elles fonctionnent extrêmement bien, même si je pense que ça y est, ça commence à s'essouffler. Et voilà, ces chaînes génèrent énormément de trafic. Il n'y a encore pas si longtemps, les chaînes de beauté, les chaînes de make-up, c'était les reines sur YouTube. Aujourd'hui, on voit que des gens comme Sananas ou Enjoy Phoenix seront beaucoup moins vus qu'avant. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a toujours des moments où en fait, il y a un sujet qui est au devant de la scène dont tout le monde parle, et puis après ça s'essouffle. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des moments où on est en haut de la vague et des moments où on est dans le creux de la vague. En ce moment, la mode grande taille est dans le creux de la vague. On va pas se mentir. Ça peut être lié à plein de choses, mais je pense que le Covid n'a pas aidé. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, juste avant le Covid, ma chaîne commençait à décoller. Et avec le Covid, tout s'est réeffondré. J'ai galéré, et je crois que je suis en train enfin de la ramener au niveau avant Covid, mais ça a mis 3 ans, rendez-vous compte. Je vous expliquerai ce genre de choses plus tard. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que un des grands avantages d'être youtubeur, c'est d'avoir un métier passion. Un métier qui nous passionne vraiment, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous donne envie de travailler, qui nous intéresse de base.
Voilà, moi sincèrement, même si demain j'arrête ma chaîne YouTube, j'arrêterai absolument pas de me fringuer, d'être coquette, de faire attention à ma peau, de me maquiller, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Donc pour moi c'est génial de faire ce genre de vidéos. Donc c'est vraiment l'un des avantages de YouTube. Un autre avantage de YouTube, c'est la liberté qu'il nous donne. C'est-à-dire que quand tu es youtubeur, tu es auto-entrepreneur, donc tu n'as pas de patron, c'est toi le patron. Tu n'as pas d'employé non plus. Tu peux toujours sous-traiter des trucs, mais tu n'as pas d'employé, donc tu es seul à la barre. Et en fait, l'évolution de ton entreprise, elle ne dépend que de toi. Donc ça a des bons côtés comme des mauvais côtés, hein. On va le voir plus tard. Mais c'est quand même une super grande liberté parce que ça te permet de choisir tes horaires, ça te permet de choisir les sujets que tu vas aborder, l'orientation que tu veux donner à ton entreprise. Ça te permet aussi de choisir avec qui tu veux travailler. Tu choisis tout de A à Z. Par exemple, un des trucs que je kiffe dans le fait d'être sur YouTube et d'être mon propre patron, c'est de choisir les moments où je vais travailler parce que je sais pas pour les autres, mais moi en fait j'ai un rythme totalement irrégulier. Il y a des fois où je suis hyper productive et des fois où j'ai juste pas envie de bosser. Là en ce moment je suis en SPM, donc c'est-à-dire syndrome prémenstruel. J'ai pas envie de bosser. Donc voilà, pourtant je me suis poussée pour faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de la faire depuis un petit moment, donc ça me motivait de la faire. Mais voilà, il y a des moments où t'as pas envie de bosser. Par exemple, je sais que quand j'ai mes ragnagnas, très clairement, les 2 premiers jours, je ne fais rien, je me cale devant Netflix et c'est marre. Parce que je sais que je vais pas, ça va être compliqué pour moi de me motiver et tout. Après, ce que je vais pas faire pendant ces 2 jours-là, je vais les rattraper, c'est-à-dire que je vais me taper des journées à travailler jusqu'à 1h, 2h du matin, ça m'arrive souvent. Ou alors je vais enchaîner pendant le week-end. Donc ça me permet vraiment de choisir exactement ma vie en fait. Pour le moment c'est pas optimum parce que je gagne pas très bien ma vie, on en parlera plus tard, mais cette liberté quand même ça n'a vraiment pas de prix quoi. Ensuite, un autre inconvénient qui est super, c'est les rencontres, les gens que tu rencontres, que ce soit sur internet ou que ce soit en vrai. J'ai fait énormément de belles rencontres grâce à mon métier. D'ailleurs, je pense que tous les amis que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon métier. Parce que bah, c'est hyper intéressant, que ce soit des abonnés que tu rencontres, que ce soit les marques, que ce soit des références dans le domaine dans lequel tu travailles. Par exemple, moi c'est la mode grande taille et j'adore la couture, vous le savez. J'ai pu échanger avec Jenny de Cachemирette. Putain, mais c'est tellement enrichissant de pouvoir avoir ce genre de rencontre, ce genre de contact. Vous vous rendez compte que j'ai parlé comme si c'était à une copine, à quelqu'un que j'admire de ouf, quoi. C'est vraiment extrêmement enrichissant, quoi. Et ma meilleure amie, c'était une de mes abonnées à la base. Et en fait, on a commencé à échanger. Parce que quand vous m'écrivez dans les commentaires, je vous réponds toujours. On en reparlera plus tard, mais je vous réponds toujours. Et bah, il s'avère qu'avec plusieurs personnes, il y a eu de vraies amitiés qui sont nées, quoi. Et je peux pas le faire avec tout le monde, évidemment, ça. Mais en tout cas, j'essaye de le faire le plus au maximum. Et bah, c'est super enrichissant de vous rencontrer, de vous connaître et de se faire de bons amis comme ça. Franchement, ça n'a pas de prix. Et puis il y a aussi les autres créateurs de contenu que tu rencontres comme ça, qui partagent tes problèmes, qui partagent aussi les choses bien, mais avec qui c'est aussi hyper cool d'échanger parce que, bah, par exemple, quand tu as un problème avec une marque, putain, tu peux tout à fait demander à un autre créateur s'il a jamais eu de problème avec cette marque, comment ça fonctionne avec cette marque pour lui, et savoir si le problème vient de toi ou si c'est cette marque qui pousse un petit peu mes mères dans les orties. En général, c'est la marque. Mais on en reparlera plus tard. Donc voilà, être créateur de contenu, ça t'apporte beaucoup de belles rencontres. Et enfin, le dernier avantage à être youtubeur ou à être créateur de contenu tout court, je pense que ça, c'est la chose à laquelle vous avez pensé en premier. Mais pour moi, c'est pas du tout le premier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai qu'un des grands avantages, c'est que bah, tu peux recevoir des produits gratuitement. Et je dis gratuitement avec de grosses guillemets parce que ça n'a rien de gratuit en vrai. En fait, si on t'envoie des produits, c'est pour que tu en parles. Donc en fait, c'est une sorte de rémunération. Même si ça ne remplace pas une vraie rémunération, on en reparlera plus tard. En fait, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut bien vous mettre en tête que quand on parle d'un produit, on fait beaucoup de publicité à un coût mais ridicule par rapport à ce qu'ils devraient payer pour avoir exactement le même résultat avec avec une publicité sur une chaîne à la télé ou dans un magazine ou à la radio ou en affichage. Ça coûte beaucoup moins cher de faire appel à des influenceurs. Et la moindre des choses, quand un influenceur met ton produit en avant,
c'est de ne pas l'obliger à acheter ton produit pour qu'il puisse en parler, puisqu'il va te faire une pub de ouf. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués par le fait que les influenceurs disent non mais en fait c'est pas une rémunération, donc laissez-moi tranquille, je ne ferai pas votre contenu pour juste avoir des produits, c'est mort. Mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que offrir des produits à un influenceur, c'est le niveau zéro de la rémunération. C'est le niveau en fait où justement la marque reconnaît le fait que bah tu fais de la publicité et t'aide à faire de la publicité, mais c'est pas une rémunération. Clairement c'est super cool hein, d'avoir des produits gratuitement. Mais ça a aussi des inconvénients dans le sens où déjà il y a une accumulation de produits du coup parce qu'on a plein d'objets partout qu'on nous envoie et tout et au bout d'un moment ça prend de la place et comme personnellement je ne roule pas sur l'or, j'ai pas une maison énorme, il faut que je m'en débarrasse. Et puis en plus à ça s'ajoutent les représentants des bureaux de presse qui vont vous envoyer des choses que vous n'avez pas demandé, que vous ne voulez pas, mais qui vont vous les envoyer en forçant pour que vous vous sentiez obligé de faire un contenu sur eux alors qu'à la base vous n'étiez pas intéressé. Ça m'est arrivé récemment. Donc là on est clairement dans le truc où tu as des objets qui s'accumulent alors que tu n'en as pas l'utilité et que tu ne les veux pas, que tu n'as rien demandé à personne. C'est ce qu'on a un peu reproché à Enjoy Phoenix à un moment donné où elle a fait son tournant écologique et qu'elle a demandé aux marques d'arrêter de lui envoyer des objets parce que franchement elle en avait trop et les gens n'ont pas compris et lui ont reproché, mais vous vous rendez pas compte à quel point au bout d'un moment on a énormément de contenu à produire et on n'aura pas le temps de produire tous les contenus demandés et en plus ça s'accumule tout ça, ça donne aux créateurs une sensation d'être submergé par les produits, par les produits dont il doit faire la promotion. C'est un peu anxiogène en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'apporter des bémols à ce côté produit gratuit parce que dans la vie rien n'est gratuit en fait, il faut le comprendre. Puisqu'on a bien entamé sur les inconvénients, on va vraiment aborder le sujet des inconvénients dans le YouTube game et on va commencer avec l'inconvénient premier et le plus important que les gens n'ont pas l'air de comprendre mais qui me fait péter un câble, c'est que être youtubeur, ce n'est pas si simple que ça. Être un youtubeur qui fonctionne, ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, quand on voit l'évolution d'une certaine Sananas, par exemple, on voit qu'elle a 2 millions d'abonnés, presque 3 je crois. Donc elle est énorme. On a tendance à penser que avoir des millions d'abonnés, c'est hyper facile, alors que ce n'est pas facile du tout. J'ai appris un chiffre qui m'a interpellé et qui en même temps n'est pas si étonnant que ça. Sachez que seuls 8% des youtubeurs dépassent les 1000 abonnés. Donc ça veut dire que je fais partie de ces 8%. 8%, c'est ridicule. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, on ne vous ment pas. Les Sananas, il n'y en a qu'une en fait. Déjà les youtubeuses qui ont dépassé le million, il n'y en a pas tant que ça. Les femmes qui dépassent le million sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça. Il doit y en avoir, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et ensuite, à ça, il faut qu'on ajoute la spécificité dans laquelle elles se sont lancées. Sananas et Enjoy Phoenix, par exemple, ce sont des youtubeuses à la base beauté, make-up. L'avantage qu'elles ont, c'est que non seulement ça va concerner beaucoup de femmes, quelle que soit leur ethnicité, quelle que soit leur taille, quelle que soit... Voilà, ça concerne énormément de gens. Mais en plus, ça touche à un milieu qui est le milieu de la beauté luxe, qui est extrêmement puissant et qui a énormément de budget. Donc c'est ce qui leur a permis à grandir énormément, à avoir des ressources, à avoir des revenus corrects, avec de la publicité, avec les rémunérations de YouTube aussi. Enfin voilà. En faisant des collaborations, tout ça, ça leur permet vraiment d'avoir un revenu intéressant qui leur permet de se développer, de proposer de nouvelles choses, qui leur permet de pouvoir proposer 3 vidéos par semaine parce que elles vont pouvoir sous-traiter le montage à quelqu'un. Elles ont choisi la bonne niche tout simplement. Moi, en tant qu'influenceuse grande taille, et c'est là que je disais que ça change beaucoup de choses, c'est que déjà, je vais scinder une partie de mon audience avec les gens grande taille. Mais les gens grande taille, parfois, ne se voient pas eux-mêmes comme une grande taille. Ils veulent continuer à penser qu'ils sont en taille standard. Ou parfois, les femmes grande taille ne sont pas intéressées par la mode. Et soit c'est parce qu'elles sont complexées, soit c'est parce qu'elles considèrent que c'est futile. Donc, encore une fois, ça restera.
Ensuite, il va y avoir des gens qui vont pas aimer ta personnalité. Moi, j'ai une personnalité très affirmée. Peut-être qu'il y a des gens qui m'aiment pas tout simplement alors qu'ils aimeraient bien mon contenu si j'étais un petit peu plus lisse. Je suis aussi racisée, on va pas se mentir. Aussi, ça réduit également mes chances d'être reconnue, d'intéresser certaines filles. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent en compte, ce qui fait que je ne connais pas de youtubeuses grande taille aujourd'hui qui sont encore actives et qui publient régulièrement qui dépassent les 50 000 abonnés. J'en connais pas. Il y en a qui l'ont fait dans le passé, à l'époque où parler de grande taille était très dans le vent. Mais aujourd'hui, des influenceuses grande taille qui continuent à travailler, qui continuent à avoir des revenus, qui continuent à poster régulièrement, bah, on ne dépasse pas les 50 000 abonnés. Donc ça, c'est une première chose. C'est également pas si facile qu'on le pense, dans le sens où ça demande énormément de travail. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de youtubeur, c'est qu'on parle d'une personne qui a plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'on va être expert dans notre domaine, certes, on va être vidéaste, on va être cadreur, on va être monteur, on va être secrétaire, on va être comptable, on va être commercial. On va avoir plusieurs casquettes pour pouvoir faire un même poste. Et donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir être compétent dans tous ces domaines-là. Et pourtant, il faut le faire. Ensuite, c'est pas si simple qu'on le pense parce que les gens pensent que quand tu fais une vidéo, en fait, tu te poses devant ta caméra, tu te filmes et après tu publies. C'est pas du tout ça. Il faut qu'on monte nos vidéos parce qu'il faut qu'elles aient du rythme, il faut qu'elles soient bien éclairées, il faut que le son soit correct. Il faut monter les vidéos. C'est simple, ma chaîne a commencé à exploser à partir du moment où j'ai bien monté mes vidéos. À partir du moment où j'ai donné du rythme à mes vidéos. Avant, elles ne dépassaient pas les 500 vues. C'est aussi simple que ça. Donc, pour arriver à un certain niveau, il faut que tu montes tes vidéos. Et ça demande énormément de temps. Et puis, il y a aussi le tournage. Vous voyez une vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Elle va peut-être durer 20, 30, 40 minutes, parce que ça va être une longue vidéo dans le sens où c'est une vidéo bien explicative. Mais sachez que pour vous livrer cette vidéo, je vais tourner pendant des heures. Et je vais seulement garder le meilleur de cette vidéo pour pouvoir vous la livrer. Donc, il y a énormément de travail derrière chaque vidéo. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas assez bien. J'ai eu des remarques dans ma dernière vidéo de bilan dans lequel je me plaignais en fait de ne pas être rémunérée à ma juste valeur. Et on va en reparler. Je persiste et je signe. Je suis pas assez bien payée pour ce que je fais. Il y a des gens qui ont râlé par rapport à ça et qui m'ont dit mais t'as qu'à faire ça pour le plaisir. Mais vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là dont je vous parlais précédemment, qui ont commencé YouTube au moment où c'était dans l'air du temps, et qui se sont arrêtés, c'est des gens qui ont trouvé un travail. Et ces gens-là ne postent plus régulièrement, tout simplement parce que poster régulièrement, c'est-à-dire poster toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, c'est un travail à plein temps. On ne peut pas poster régulièrement en faisant autre chose en même temps, c'est impossible. Puis enfin, une autre raison pour laquelle c'est pas facile, j'ai commencé un petit peu à l'aborder vite fait, c'est que pour que ta chaîne évolue, pour que YouTube commence à te reconnaître et commence à pousser tes vidéos, en fait, il faut poster des vidéos de qualité régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut que tu postes régulièrement des vidéos qui fonctionnent. Sinon, tu ne vas pas pouvoir évoluer. J'ai stagné, on va en reparler plus tard, mais j'ai stagné en automne là. J'ai mis des mois et des mois à m'en remettre parce que au fur et à mesure en fait où mes vidéos faisaient des bides en fait, YouTube a commencé à moins les proposer aux gens qui me suivent. Ce qui fait que même si je faisais des vidéos de meilleure qualité en fait, mes vidéos n'étaient pas proposées aux gens. Du coup, il y avait moins de vues. Je crois que l'année 2022, c'est l'année où j'ai fait je pense que j'ai fait une année de caca. On va voir par rapport à 2023, mais déjà 2023 a vraiment beaucoup mieux fonctionné. Là, je peux vous dire que je suis revenue un petit peu, je suis retombée un petit peu sur mes pattes, mais l'année 2022, ça a été chaud, ça a été super chaud. Donc très clairement, il faut poster régulièrement des vidéos qui fonctionnent. Et concrètement, tu ne sais pas quand il y a une vidéo qui va fonctionner. C'est souvent de la chance, c'est souvent, mais pourquoi ça fonctionne, je ne sais pas trop, mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Tu peux distinguer des éléments qui vont faire en sorte que tes vidéos fonctionnent, mais des fois, on va le voir plus tard,
tu vas appliquer ces mêmes éléments, ces mêmes ingrédients, et pourtant ça ne va pas fonctionner, et tu ne sauras pas pourquoi, et des fois tu vas comprendre bien après pourquoi. Mais donc là, on a fini les arguments de c'est pas si facile qu'on le pense, on va passer aux arguments de la pression des résultats. Et ça va en fait étayer ce que j'étais en train de dire, hein. C'est-à-dire que, en fait, tout dépend de vos statistiques quand vous êtes influenceur. Absolument tout. Vous avez beau faire un contenu de qualité, si derrière vos statistiques ne sont pas bons, YouTube ne va pas pousser votre vidéo, donc les gens ne viendront pas voir votre vidéo, les marques ne s'intéresseront pas à vous. Si vous voulez faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu, ça ne les intéressera pas parce que vous n'avez pas assez d'abonnés. Tout va dépendre de vos statistiques. Et du coup, ça va vous mettre une pression à chaque fois que vous sortez un contenu. Moi, la première, hein, à chaque fois que je sors un contenu, je regarde les statistiques directes, hein. Il y a des fois, tu as mis tout ton cœur dans un contenu, tu as travaillé comme une malade et tout, et ça fonctionne pas, et tu es dégoûté, quoi. Tu as le moral dans les chaussettes, et c'est hyper dur à vivre psychologiquement. C'est comme si, je sais pas quel métier vous faites, parce que, individuellement, parce que bon, vous êtes plein, mais c'est comme si, admettons, vous êtes boulanger, vous faites une magnifique pièce montée pour un mariage. La mariée passe devant et ne veut pas acheter et va acheter la pièce montée du voisin. C'est exactement pareil. Imaginez, vous avez mis tout votre cœur, tout votre talent, vous êtes arraché les cheveux, vous avez tout fait pour que ça fonctionne et tout, et ça marche pas. Psychologiquement, c'est très compliqué à vivre. Et du coup, dès que tu as un bide comme ça, tu vas passer des nuits et des nuits entières à ressasser ça, à chercher ce qui n'allait pas, à te demander comment tu aurais pu faire pour que ça aille mieux, à essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux. Tu changes les miniatures, tu fais plein de trucs, ça fonctionne pas. Tu t'interroges, et ça fonctionne toujours pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter, il faut l'encaisser, et c'est pas facile. Et du coup, tout ça, ça fait que tu vas être tout le temps le nez collé dans ton téléphone. Je me fais tout le temps rouspéter par mes parents, par mes amis, par mon mec quand j'en ai un, sur le fait que je suis le nez collé dans mon téléphone. Sauf que, bah, c'est mon taf, c'est mon métier, il faut que je regarde. Surtout qu'en plus, j'ai pris la décision dès le départ de ma chaîne de répondre aux commentaires, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Moi, j'ai décidé de le faire systématiquement. Et du coup, bah, si je laisse trop de temps passer, en fait, je suis submergée de messages. Donc, il faut que je le fasse au fur et à mesure. Et donc, ça fait que des fois, je passe des dimanches midi. Parce qu'en plus, ma vidéo sort le samedi après-midi. Donc, des fois, je passe le dimanche midi alors qu'il y a toute la famille réunie. Je passe le dimanche midi sur mon téléphone en train de répondre. Parce que je me rends compte qu'il y a plein de commentaires qui viennent. Et que si j'y réponds pas maintenant, bah, je pourrai jamais y répondre. Et bon, ça, c'est la routine. Il y a aussi des fois où il y a quelqu'un qui a essayé d'hacker ton compte. Ça m'est arrivé récemment. Il y a plein de choses qui font que des fois tu vas être le nez dans ton téléphone alors que c'est pas le moment. Alors que tu es censé profiter du moment présent. Mais tu peux pas parce que c'est ton taf. Et en plus, ça crée une addiction. Mais donc, clairement, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Et ça peut avoir des grosses répercussions sur votre vie personnelle. Mais aussi sur votre vue, sur votre sommeil. Parce qu'on sait tous que quand on regarde l'écran avant de se coucher, et ben ça nous excite. Du coup, on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir. Bon, moi, pour être honnête, en général, quand je me couche, je m'endors comme une souche parce que j'en peux plus. Mais des fois, ça m'arrive effectivement d'avoir du mal à m'endormir. Donc on a fait être youtubeur, c'est pas si simple. Ensuite, la pression des statistiques. Maintenant, je vais vous parler de la tyrannie des algorithmes pour vous expliquer un peu que c'est pas si simple. En automne dernier, j'ai eu des baisses de vues énorme, c'est-à-dire que normalement ma moyenne à l'époque c'était 2000 vues à peu près par vidéo. En automne, en fait, j'ai même pas réussi à avoir la première semaine des vidéos qui dépassaient les 1000 vues quoi. Et ça c'était la catastrophe. Évidemment, ma rémunération YouTube a et du coup les partenaires et du coup, enfin voilà, tout s'est cassé la figure et je ne comprenais pas pourquoi et j'ai compris que récemment ce qui s'est passé. En fait, quand TikTok est arrivé dans la place, pendant le confinement, souvenez-vous, ça a tout balayé sur son passage. Et du coup, les autres plateformes ont essayé de copier TikTok. Donc, tu as Instagram qui a lancé son programme de vidéos courtes.
Et tu as aussi YouTube qui a lancé son programme de vidéos courtes. Mais en fait, chaque plateforme, pour nous pousser à utiliser leur dernière application, leur dernière évolution, vont récompenser ceux qui l'utilisent. Donc ça veut dire que si tu ne l'utilises pas, tu es désavantagé. Et donc on va moins mettre en avant tes contenus. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la rentrée, que ce soit sur Instagram et que ce soit aussi sur YouTube. Encore une pression en plus, encore une charge mentale en plus. Ça veut dire qu'en fait, pour fonctionner aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu diversifies tes contenus. Et donc ça veut dire que tu ne peux pas aujourd'hui, comme à l'époque où je me suis lancée, tu ne peux pas te concentrer sur YouTube pour avoir de bons résultats. Tu es obligé de diversifier parce que tu dois déjà au moins avoir des contenus courts pour alimenter leurs vidéos courtes. Et si tu le fais pas, hein, je l'ai vu dernièrement, hein, pourtant j'étais réarrivée à une routine super avec des bonnes stats et tout. Et du coup, j'avais commencé à oublier de publier des shorts. Et je l'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite, donc j'ai réagi. Mais vraiment, c'est une grosse pression parce qu'il faut penser... En fait, quand tu publies un truc, il faut penser à est-ce que j'ai publié à... Est-ce que j'ai publié à... Est-ce que j'ai publié à... C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et du coup, ça fait qu'en permanence, on doit être au fait de leur dernier algorithme, ceux qui veulent mettre en avant et tout, et qu'il faut s'adapter en permanence. Donc, dès que tu as un process qui fonctionne, là, j'ai trouvé un process qui fonctionne, et là, je me tiens au taquet, parce que je sais qu'il y a un truc qui va changer. À la rentrée, je suis sûre qu'il y a un truc qui va changer. Tout l'été pour me stabiliser et tout, mais je sais qu'à la rentrée, il va falloir que je sois comme ça sur les qui-vive parce que il y a forcément un truc qui va sortir et sur lequel il va falloir sauter si je veux continuer à prendre la vague parce que sinon ça risque de s'effondrer et c'est encore une charge mentale énorme et ça crée vraiment énormément de stress sur les créateurs. On en reparlera plus tard. Je pense que vous-même vous suivez d'autres créateurs de contenu et vous avez dû entendre par-ci par-là qu'il y avait des créateurs de contenu qui faisaient des burn-out, qui faisaient des dépressions, tout ça, c'est vachement lié à ça. Vraiment, c'est très compliqué de rester zen et de rester posé quand tu es créateur de contenu. Ensuite, un autre gros inconvénient d'être créateur de contenu, c'est les haters. Quand je parle de haters, je vais regrouper les gens qui t'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que tu représentes. Typiquement, me concernant, ça va être le fait que je sois grosse, le fait que je sois métisse et le fait que je défende le body positive. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis souvent attaquée. Mais ça peut être aussi ce que je représente en tant que créatrice de contenu. Il y a des gens qui vont consommer les contenus des créateurs de contenu, mais qui vont avoir du ressentiment envers eux parce que peut-être qu'ils n'aiment pas leur vie, peut-être qu'ils n'aiment pas leur métier et qui se disent ah ouais, mais cette personne-là, elle travaille de sa passion, faudrait pas non plus qu'elle se plaigne, quoi. Sauf que tu peux travailler de ta passion et rencontrer des difficultés. Et puis il y a aussi ceux qui veulent te dire quoi faire. Alors je sais pas, c'est peut-être des gens qui voudraient être influenceurs, qui voudraient être créateurs de contenu et qui ne le sont pas et qui considèrent qu'ils ont un droit de regard sur ce que tu vas publier. Je le répète, hein, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Là où j'en suis, c'est le résultat de 5 ans de travail. Avec des contenus réguliers tout le temps. J'ai réuni une communauté, une petite communauté, une modeste communauté, mais quand même une communauté. Où en fait, cette chaîne, c'est ma chaîne, ça reste ma chaîne. J'ai des gens, par exemple, qui m'ont reproché de faire du Shein. Mais c'est ma chaîne si j'ai envie de parler de Shein parce que je trouve que cette marque, finalement, elle est pas mal. C'est ma chaîne, c'est moi qui décide, quoi. Personne ne vous oblige à regarder, quoi. Vous pouvez ne pas regarder ma chaîne, mais laissez-moi publier le contenu que j'ai envie de publier. Après, il y a aussi des gens juste en colère. Franchement, si vous savez le nombre de choses qu'on nous reproche, c'est un truc de ouf. Et encore, je trouve que j'ai beaucoup de chance au niveau des haters. J'en ai, évidemment, parce qu'on en a tous, mais j'en ai pas énormément. Je me considère vraiment comme chanceuse parce qu'il y en a qui ont des haters beaucoup plus virulents et beaucoup plus méchants avec eux. Et puis aussi les raids grossophobes, les raids sexistes et les raids racistes. Ça existe aussi. J'ai des copines qui en ont été victimes. Alors, si vous êtes créatrice de contenu, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'autres créateurs de contenu avec lesquels vous entendez bien. J'ai plusieurs WhatsApp avec des créateurs de contenu. Comme ça, si j'ai besoin de soutien, que ce soit un soutien technique ou que ce soit un soutien émotionnel,
ou autres, je peux me rapprocher d'eux. Donc, en fait, tous ces haters, en fait, encore une fois, c'est une charge mentale supplémentaire. C'est encore un truc qui te plombe. Alors moi, personnellement, j'en suis à un point où j'envisage d'arrêter carrément de leur répondre. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, parce que je commence à comprendre que certains se sentent honorés que je leur réponde et que certains sont contents, en fait, d'avoir mon attention. Et du coup, je me dis que peut-être la solution, c'est juste de ne pas les écouter. J'ai déjà pris la décision de, quand c'est ouvertement grossophobe et que c'est pas fait pour le débat et que c'est pas fait pour donner des arguments construits et que c'est juste fait pour m'atteindre, j'ai déjà pris la décision de supprimer tout simplement. Mais je commence à me dire que même quand c'est des arguments dits construits, euh, peut-être ne pas répondre juste parce que c'est peut-être ce que cherche juste la personne. C'est dommage d'en arriver là parce que concrètement, moi j'aime pas cette idée en fait que quand quelqu'un pense différemment de toi, tu vas juste pas écouter ce qu'elle dit. Parce que justement, en fait, c'est ce qu'on reproche des scientifiques, des créateurs de contenu, des gens qui vous expliquent par A plus B pourquoi l'obésité n'est pas aussi simple que ce qu'on en pense. Il y en a plein, en fait. Et si tu veux vraiment t'intéresser à l'obésité et savoir vraiment d'où ça vient et comment le combattre, il y a plein de contenus là-dessus, mais juste ces gens-là ne veulent pas écouter quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances. Et du coup, j'ai pas envie de faire la même chose qu'eux. Mais en même temps, ça me demande tellement d'énergie. C'est tellement stérile en fait. C'est des gens qui veulent pas écouter. C'est des gens qui veulent pas comprendre ce que tu veux dire. Donc je commence à comprendre ceux qui ne répondent juste pas. Et je commence à envisager de le faire en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous. Ça, c'est très compliqué à faire pour moi parce que ça veut dire leur laisser avoir le dernier mot, et ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut choisir ses combats, et je pense que j'ai aussi beaucoup plus de voix, beaucoup plus de force avec mes vidéos que. Donc si je leur réponds pas dans les commentaires, en fait, ça n'a pas d'importance, parce que en plus, des fois, il m'arrive de faire des réponses par vidéo. Et enfin, le dernier inconvénient de ce monde et de ce travail, c'est d'arriver à se faire rémunérer. Et ça, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, beaucoup de personnes considèrent que comme c'est un métier passion, c'est un métier que tu dois faire gratuitement pour toi. Et ensuite, si t'es payé, c'est bien. Donc en fait, en gros, ils ne voient pas l'utilité à rémunérer les gens. Sauf que tu fais une vidéo de 20 minutes qui va te prendre 2 jours de travail. Concrètement, ça, je suis désolée, mais ça mérite rémunération. Surtout si tu as réussi à réunir une grosse communauté et si ton contenu a pas mal de vues, excuse-moi, mais ça mérite rémunération. Et quand je m'en suis plaint en fait dans ma vidéo bilan, il y a eu quelqu'un qui a eu le toupet de me dire que c'est normal que je ne sois pas rémunéré parce que influenceur, c'est un métier récent et donc pas considéré. Déjà, pas considéré, bah oui, mais il ne tient qu'à vous de le considérer. Enfin, il ne tient qu'aux gens de les considérer, en fait. C'est une décision, hein, c'est pas un truc qui va se faire de manière magique. Ensuite, je suis désolée, mais être réparateur de téléphone, c'est aussi un métier récent. Pourtant, tu vas payer un réparateur de téléphone. Donc, en fait, la seule raison pour laquelle tu considères ça, c'est que parce que c'est censé être un métier passion. Mais il y a des boulangers qui sont passionnés par leur travail, en fait. Il y a des infirmières qui sont passionnées par leur travail. Il y a plein de gens qui font leur travail par passion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'être rémunérés. Et donc, être créateur de contenu, c'est un métier comme un autre qui mérite d'être rémunéré. C'est tellement un métier comme un autre que dernièrement, on a eu une tonne de lois qui sont sorties pour réglementer ce métier. Donc, c'est vraiment un métier. Donc, il faut le respecter à sa juste valeur. Donc, c'est normal que les créateurs se fassent rémunérer. Et c'est pas parce qu'un créateur va être rémunéré qu'il ne va pas dire ce qu'il pense quand il parle d'un produit. Il faut que vous sachiez que bien souvent, en fait, on demande d'abord à avoir le produit, et si le produit nous plaît, on accepte de faire le contenu et la rémunération. Il m'arrive souvent de dire, voilà, j'ai eu plusieurs produits, je les ai adorés, par contre, il y a celui-ci et celui-là que j'ai pas aimé. Si je fais la vidéo, j'en parlerai. Est-ce que vous voulez que je publie la vidéo? Alors, des fois, les marques, elles disent non.
Des fois, les marques, elles disent oui. Et comme c'est un métier qui n'est pas très reconnu, des fois, il n'est pas très reconnu par les créateurs de contenu eux-mêmes. Donc, les créateurs de contenu vont complètement décrédibiliser leur travail, vont complètement dévaloriser leur travail et du coup, vont travailler gratuitement. Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de créateurs de contenu. Et donc, c'est très compliqué de passer à l'étape où tu te dis, non, mais en fait, je fais un vrai taf, donc je mérite d'être payé. C'est vraiment un long process. Et puis, il y a aussi les marques qui cherchent évidemment à faire toujours baisser la facture et à ne pas rémunérer les créateurs à leur juste valeur. Donc ça, c'est hyper compliqué. Il faut se battre continuellement. Mais en tout cas, moi, je le fais parce que j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. J'ai envie de continuer à le faire. Et concrètement, si je dois trouver un autre taf pour vivre, en fait, je vais pas avoir le temps de faire YouTube. C'est pas possible, je peux pas. Donc c'est pour ça que je me bats quand même pour continuer à avoir un métier rentable. Je pense que c'est aussi important pour les consommateurs de contenu de comprendre que c'est important que leur influenceur soit bien rémunéré et un avantage à faire ça parce que concrètement, si tu fais ça juste par passion, tu payes tes vêtements, tu dédies du temps que tu pourrais donner à ta famille, à tes amis, je sais pas moi, à ton travail, à ta passion, à d'autres passions, parce que j'en ai pas qu'une. Le temps que tu vas consacrer à partager ta passion, en fait, c'est du temps que tu vas pas consacrer au reste de ta vie, aux autres plans de ta vie. Et concrètement, si t'as pas d'avantage à faire ça, tu vas arrêter en fait. Voilà, si tu n'as pas de contrepartie, c'est pas intéressant. Donc, je pense vraiment que dire à un influenceur qui devrait faire ça par passion, c'est pas la chose la plus intelligente à dire. Tu peux avoir une passion, tu peux vivre une passion sans la partager. Et donc, je pense que si vous êtes consommateur et que vous voulez que les créateurs continuent à partager leur passion avec vous, il faut qu'ils aient un avantage à ça. Et donc, c'est important que les marques, que les plateformes aussi rémunèrent les créateurs parce que concrètement, il faut qu'ils aient un avantage à ça. Voilà. Parce que sinon, ils vont arrêter. Et en plus, nous, en tant que Ronde, en fait, on a juste les créatrices de contenu qui vont nous donner de l'inspiration. On n'a pas tout ce qui est magazine, tout ce qui est film. Il n'y a pas ce genre de choses pour nous aider à trouver des vêtements sympas et pour nous proposer des manières sympas de porter des vêtements quand on est ronde. Donc c'est hyper important en fait pour nous en tant que consommatrices de mode grande taille d'avoir des créatrices qui partagent leur passion. Et si demain il n'y en a plus, concrètement les grosses vont être vraiment le bec dans l'eau et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à soutenir vos créatrices de contenu préférées, qu'elles soient grosses ou pas d'ailleurs. Et c'est important que vous compreniez que quand elle demande d'être rémunérée, elle demande pas le bon Dieu, quoi. Elle demande pas des choses folles, en fait. Elle demande juste à être rémunérée pour leur travail. Et c'est important de les soutenir là-dedans. Moi, je peux vous dire que quand j'ai vu les commentaires après ma vidéo bilan, en fait, j'ai eu envie d'arrêter. À ce moment-là, j'ai eu envie d'arrêter parce que je me disais, mais en fait, ça fait 5 ans que je me casse le cul à faire des vidéos toutes les semaines. Et puis, je vous dis que c'est 2 jours de travail. Mais il n'y a pas que les vidéos qu'il faut faire, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les contenus sur Instagram, les contenus sur TikTok, les contenus courts. Et il y a toute la gestion administrative, la gestion commerciale. Il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est vraiment beaucoup de taf, quoi. Et je me disais, mais en fait, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, ça fait 5 ans que je travaille pour rien, en fait. Donc, je voyais pas le bout. C'est ça, en fait, c'est que comme mes vues chutaient à ce moment-là, je voyais pas comment je pourrais m'en sortir, en fait. Donc j'ai commencé vraiment à déprimer et ces personnes-là qui ont eu ces propos-là, franchement, j'étais à 2 doigts de me dire, bon, j'arrête, en fait, j'arrête. Heureusement que j'ai le caractère que j'ai, heureusement que je suis le genre de fille à qui tu dis, t'es nul, arrête. Je suis quelqu'un qui va déployer des prouesses pour arriver là où je veux. Du coup, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment, être créateur de contenu, c'est pas si facile. Et c'est tellement pas facile que je pense que vous en avez entendu parler. Il y en a eu dernièrement une épidémie de burn-out, de dépression. Et la plupart des créateurs de contenu voient des psychologues, font des thérapies parce que c'est psychologiquement difficile. Je vous en ai déjà parlé, mais en fait, il faut jamais oublier qu'un créateur de contenu, il travaille seul chez lui.
Donc il a très peu de vie sociale. Sa journée concrètement, il la passe souvent seul, sans parler à personne. Et quand la première personne qui te parle de la journée, c'est un hater, c'est hyper dur. Et quand, par exemple, ça m'arrive souvent de me réveiller, de regarder mes stats et de voir que ça s'est pété la gueule dans la nuit, tu te rends compte, tu commences la journée, mais super mal, quoi. Et donc, c'est vrai que la plupart des créateurs suivent des thérapies, essayent de s'en sortir comme ça, avec un soutien psychologique. Mais pour avoir ce soutien psychologique, il faut pouvoir se le permettre, ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Donc, je tiens parce que j'ai du caractère, mais des fois, c'est très, très, très dur. Et j'avais envie d'en parler ouvertement avec vous et de vous l'expliquer, même si en ce moment, tout va bien. Franchement, hein, les choses vont bien, ça va beaucoup mieux. Je recommence à avoir des propositions avec les partenaires et tout. C'est super cool, tout va bien. Mais il y a encore 6 mois, j'étais vraiment dans le creux de la vague. Et c'est... Non, pas 6 mois. Il y a 8 mois, 8-10 mois, 18 mois. J'étais dans le creux de la vague et c'était dur, quoi. Franchement, j'étais à deux doigts d'arrêter YouTube. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que un des secrets pour réussir dans YouTube ou dans les réseaux sociaux en général, c'est la persévérance. C'est de continuer, de toute façon dans la création d'entreprises en général, c'est de ne pas s'arrêter au premier échec et de se remettre en question en permanence pour pouvoir améliorer ce qu'on fait et pour pouvoir intéresser de plus en plus de monde. Donc c'est ce que j'essaye de faire, j'espère que je le fais bien, j'espère que vous êtes contents du résultat. En tout cas voilà, j'avais envie de profiter de l'été pour faire cette petite vidéo sur les dessous de YouTube pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en vrai. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans 2 semaines, bye bye. Oui, parce que si tu n'avais pas compris, on est en mode vacances. Donc on est à une vidéo, une semaine sur 2. Du coup, je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines. Bye bye.